Et quelles peuvent être les retombées de cette crise en Afrique? On en parle avec notre invité Francis Laloupeau, journaliste et chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Bienvenue à vous. Alors, les informations qui nous parviennent sur cette crise continuent de tomber, continuent de nous parvenir. Prigojine va partir au Bélarus, c'est ce qu'on a appris ce soir. L'enquête pénale contre lui est abandonnée. Ses combattants ne seront pas non plus poursuivis, c'est ce qu'indique le Kremlin. Concrètement, ça veut dire quoi pour Wagner? Est-ce que ce groupe paramilitaire va pouvoir continuer d'exister ou pas? Il faut dire qu'en fait, à la fin de cette folle journée pour les Russes, il faut bien revenir quand même sur ce spectacle extraordinaire auquel on a assisté depuis ce matin, depuis hier soir d'ailleurs, avec un Kremlin malmené, un Kremlin effrayé par les avancées de Wagner vers Moscou. Et surtout, deux questions se posent ce soir. C'est que, quels que soient les termes de l'accord intervenu entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigojine, deux questions se posent. Celle de savoir comment désormais Vladimir Poutine va pouvoir marquer son autorité, qui est quand même singulièrement affaiblie ce soir, à l'issue de cette séquence singulière. Et puis par ailleurs, comment Wagner, en tant que société paramilitaire, pourrait survivre à ce qui vient de se produire? Parce que, quel que soit, je dirais, les termes de l'accord, je disais, la rupture est consommée aujourd'hui entre Poutine et Wagner. Comment vont-ils désormais cohabiter? Et comment vont-ils, je veux dire, au-delà de la séquence à laquelle on vient d'assister, comment vont-ils continuer à faire prospérer leurs relations? Leurs rapports qui sont des rapports sulfureux, comme l'on sait, des rapports d'affaires, des rapports, évidemment, qui sont frappés du sceau de l'ambiguïté. Francis, ça veut dire qu'il y a un risque réel de dissolution du groupe Wagner? C'est ça que vous êtes en train de dire? Écoutez, dans une situation, dans un état normal, on pourrait s'attendre effectivement à ce que ce groupe soit dissous même. Je pense que c'est même extraordinaire qu'au moment où nous parlons, qu'une société privée paramilitaire avec des mercenaires puisse faire trembler un État, le menacer d'un coup d'État, parcourir quelques centaines de kilomètres en direction de Moscou et simplement décider de rentrer dans ces casernes à l'issue d'un accord dont on ne connaît d'ailleurs pas jusqu'à présent les modalités. Alors c'est quand même particulier. Cela nous renvoie en fait à la réalité de la Russie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une société... C'est en tout cas le régime de Poutine, c'est un régime où se mêlent allègrement, je dirais, des pratiques mafieuses et par ailleurs, je dirais, des accords politiques qui sont d'ailleurs souvent, eux aussi, frappés du sceau de l'ambiguïté. Alors justement, on a souvent qualifié Wagner de bras armés de l'influence russe en Afrique. Ils sont présents dans plusieurs pays sur le continent. Qu'est-ce que ce conflit entre Prigojine et la Russie peut avoir comme répercussion pour le continent africain, pour les pays où des combattants de Wagner se trouvent? Ce conflit marque un moment de clarification des relations, des contrats qui ont été conclus entre certains pouvoirs. Je ne parle pas de pays, je parle de pouvoir, certains régimes et le groupe paramilitaire Wagner. Parce que dans les pays où Wagner se trouve aujourd'hui sous contrat, il est question davantage de protéger le régime en place que de coopérer avec les pays en tant que tels. Par ailleurs, vous avez remarqué qu'aucun des pays où se trouve Wagner ne reconnaît officiellement la présence de Wagner en tant que supplétif combattant militaire. On parle d'instructeurs militaires, on parle par ailleurs de temps en temps le Kremlin, quand cela lui convient, reconnaît que Wagner agit au nom de la coopération entre la Russie et l'Afrique. Et quand cela devient un peu dérangeant, quand on monte du doigt, par exemple, les exactions commises par ce groupe paramilitaire, le Kremlin, le premier, a indiqué qu'il s'agit d'un groupe privé n'ayant aucun rapport avec le pouvoir politique russe. Donc voilà, il y a cette ambiguïté qui est maintenue, aussi bien au Mali, aussi en Centrafrique, etc. Mais ce que l'on sait surtout, c'est que les activités de Wagner, que ce soit en Centrafrique ou au Mali, sont à la fois des activités militaires, mais surtout des activités commerciales, en tout cas de prospection privée,
On pense à l'exploitation des minerais. mines. On parle d'ailleurs de prédation de façon beaucoup plus juste. Et donc, c'est une relation très particulière parce qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs les termes des contrats qui lient, par exemple, Wagner à tous ces pays-là, à tous ces régimes. Francis, une question en quelques mots. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction des pays africains à cette crise. Selon vous, est-ce que ça traduit un embarras? C'est un embarras parce que, comme je vous le disais, en fait, c'est quand même extraordinaire que, alors que tout le monde le sait, tout le monde sait, je veux dire, la présence de Wagner en Centrafrique, au Soudan, notamment, ou au Mali, mais les pouvoirs en place n'assument pas pleinement cette relation. Alors, ces pouvoirs se réfugient derrière les accords de coopération sécuritaire qui ont été signés entre eux et la Russie, sauf que la Russie, d'une certaine façon, a validé la présence de Wagner dans ces pays-là, mais en même temps, je veux dire, s'en éloigne dès lors qu'il s'agit de mettre l'index sur les pratiques douteuses de ce groupe. Francis, une dernière question, il nous reste très peu de temps. Quand on voit le retournement d'Evgeny Prigojine contre Vladimir Poutine, dont il a toujours été très proche, est-ce que c'est une menace pour les pays africains où se trouvent des hommes de Wagner également? Est-ce que la même situation pourrait survenir également sur le continent? Ben vous savez, vous avez remarqué qu'en fait, Prigojine n'a jamais découragé les pushs militaires sur le continent africain. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une culture partagée entre ces mercenaires et certains régimes aujourd'hui, ou en tout cas certaines velléités de coup d'État. Mais je parlais de clarification. En fait, avec ce qui intervient aujourd'hui, les pays où se trouve Wagner, les régimes en tout cas qui les ont hébergés aujourd'hui, devront clairement indiquer aux populations les termes de la coopération entre Wagner et alors, ce qui est nouveau également, c'est qu'avec la rupture consommée entre Poutine et Prigojine, la question est de savoir aujourd'hui quelle est la justification de la présence de ces mercenaires sur le sol africain.